Depuis la dernière décennie, l'industrie de la K-pop a pris une place considérable auprès de la jeunesse du monde entier. On ne compte plus les milliers de fans de BTS, de Blackpink, de ATEEZ ou encore de Stray Kids, pour ne citer qu'eux. Face au succès grandissant de la K-pop, mais aussi de l'attrait pour la Corée du Sud de manière générale, je me suis interrogée sur les raisons de ce succès, ses origines et ses caractéristiques. Pour la trame de cette vidéo, il m'a fallu choisir un angle précis pour éviter de m'éparpiller, donc j'ai choisi de me pencher sur le cas français, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique le succès de la K-pop en France. Vous allez voir, c'est assez particulier car la France n'a aucun lien historique fort avec la Corée du Sud, les échanges culturels ont longtemps été quasi inexistants, la diaspora sud-coréenne y est très minoritaire et l'enseignement du coréen est réservé à de très rares filières, donc ça mérite de s'y pencher. Il sera pas du tout question aujourd'hui de savoir si écouter de la K-pop c'est bien ou alors si c'est éclaté au sol, puisque ça encore c'est une question de goût. Pour cette analyse, j'ai décidé de m'appuyer majoritairement sur un seul ouvrage scientifique que j'ai jugé fort intéressant et que je vous incite vivement à consulter si tout ce sujet vous intéresse. Je vous le mets comme d'habitude en barre d'informations. Avant toute chose, il faut que j'introduise un concept important, celui de la Hallyu. Ce mot, qui veut littéralement dire vague coréenne, désigne en fait l'ensemble des produits très variés tels que la K-pop, les K-dramas, c'est-à-dire un genre de série coréen, les K-films, les manhwas, donc un espèce de manga coréen, dont le seul point commun aux yeux du profane est d'être produit en Corée du Sud et de connaître un succès global, notamment auprès des jeunes. A l'origine, ce mot a été introduit dans les médias chinois, taïwanais et japonais dans les années 90, face au succès grandissant des programmes télévisés coréens dans ces pays-là. Aujourd'hui, le concept de Hallyu s'étend au monde entier et représente en gros tout ce pourquoi on aime la Corée du Sud et tout ce qui se réfère à elle. La journaliste Eunhee Hong va même plus loin et affirme que la Hallyu est le changement de paradigme culturel le plus important et le plus rapide de l'histoire moderne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette vague coréenne a des intérêts géopolitiques importants. Peut-être vous avez déjà entendu parler de cette notion de soft power, qui est un concept utilisé en relations internationales et qui a été théorisé par le professeur américain Joseph Nye. Le soft power, autrement dit le pouvoir doux, désigne tout un tas d'éléments, notamment culturels, qu'un pays va utiliser pour peser sur la scène internationale. En d'autres termes, c'est la capacité d'un pays à influencer les autres par l'attractivité de sa culture, de ses valeurs et de ses idées, plutôt que par la force militaire ou économique. Par exemple, en France, la gastronomie fait partie de notre soft power puisqu'elle est reconnue par beaucoup d'étrangers et qu'elle donne envie de venir en France. Aux États-Unis, le soft power se retrouve surtout dans le cinéma hollywoodien qui enregistre presque tous les succès du box-office. Récemment, le succès de la pâte à tartiner algérienne El Morjen est un micro-exemple de la façon dont le soft power peut se matérialiser. Et donc, pour revenir à la Corée, la Hallyu, et notamment la K-pop, est la démonstration parfaite du soft power coréen. Mais certains sociologues affirment même qu'au lieu de parler de soft power, on devrait parler de sweet power pour le pays du matin calme. Cela est dû au fait que cet outil diplomatique coréen soit fondé sur l'esthétique et soit favorisé par l'absence de tout souvenir historique impérialiste, contrairement au soft power américain, français, anglais ou encore japonais. Autrement dit, la Corée du Sud représente historiquement une gentille, là où l'hégémonie française, américaine ou japonaise peut apparaître comme bien plus coriace. L'ouvrage explique que la Hallyu participe donc à la coolitude de la Corée, adossée à une réalité historique de pays malmenés par ses puissants voisins, et donc plus largement, la perception mondiale de la Corée du Sud comme un pays non menaçant a permis au pays de s'imposer comme une alternative aux anciens empires coloniaux. Pourtant, la plupart des gens ignorent que la Corée du Sud est la 6e puissance militaire au monde, loin devant la Corée du Nord qui, elle, est à la 25e place, alors même qu'elle apparaît beaucoup plus dangereuse aux yeux de l'opinion publique internationale. Mais alors, pourquoi la K-pop est aussi intéressante pour la jeunesse française? Pour essayer de comprendre, les sociologues de l'ouvrage ont interviewé 74 individus. Ces personnes ont été recrutées par effet boule de neige sur des forums ainsi qu'à la sortie de magasins spécialisés, notamment à Paris. Ce sont des amateurs confirmés puisqu'ils sont tous fans depuis 2 à 15 ans et donc le constat est clair, ces fans sont majoritairement des jeunes, tous âgés entre 18 et 31 ans et surtout des femmes car dans les 74 interviewés, il n'y a que 8 garçons. Voyons un peu les éléments mis en avant par les interviewés. Premièrement, la K-pop s'insère dans ce que l'on appelle le capitalisme de l'esthétique. La beauté des chanteurs est systématiquement mise en avant par les personnes interrogées.
Quoique cela puisse encore être discuté, étant donné que la beauté est subjective, on peut quand même se mettre d'accord sur le fait que ce sont des chanteurs au physique très lisse, les cheveux sont toujours soyeux, toujours nickel, la peau parfaite, brillante, sans imperfection, des sourires impeccables et les dents blanches, presque sorties d'un manoir. Et tous ces critères de beauté, ce ne sont évidemment pas moi qui les dicte, mais bien des critères sur lesquels on s'est à un moment donné entendu pour dire qu'une personne nous paraît intéressante, digne de confiance et attachante. Cette promotion de la beauté ne concerne pas que les individus, bien que les chanteurs sont souvent également mannequins, mais aussi l'esthétique filmique, scénique, chorégraphique, musicale, où aucune place n'est laissée au laid, à l'agressif visuel ou sonore, au négligé vestimentaire ou comportemental. Cette signature esthétique particulière se manifeste par la recherche permanente du beau, qui est la résultante d'un travail du corps, très prisé en Corée du Sud, notamment par le biais de la chirurgie esthétique, de la cosmétique, que l'on nomme la K-beauty, et de la musculation pour beaucoup de chanteurs de K-pop. C'est précisément ce que Lou, une des interviewées, affirme. Elle dit « justement, ils prennent beaucoup plus soin à tout ce qui est esthétique, et c'est tellement des formes d'esthétique et de beauté différentes que celles que l'on a l'habitude de voir. » On peut aussi dire que même la langue coréenne ne fait pas exception à ce culte de la beauté, puisque même si la majeure partie des fans ne la comprennent pas et ne la parlent pas, beaucoup affirment avoir été séduits par cette dernière. Ensuite, au-dessus du capitalisme de l'esthétique, il y a le capitalisme de l'entertainment, c'est-à-dire le capitalisme du divertissement. La K-pop est en effet fondée sur un recyclage kaléidoscopique de tout ce qui forme la consommation juvénile globale, donc un mix entre les styles punk, gothique, emo, le street style, gangsta, la science-fiction hollywoodienne, les mangas, les animes japonais, l'esthétique des jeux vidéo, etc. Les shows de K-pop mixent les genres, les vidéos sont tournées comme des films avec des chorégraphies complexes et des effets visuels impressionnants. Il s'agit donc d'une mosaïque qui mêle récit, musique, danse en groupe, performance corporelle et défilé de mode. De fait, la K-pop est considérée par beaucoup comme une globalisation alternative de la pop culture qui incorpore des éléments venus de l'Est et de l'Ouest du monde. Par exemple, si on analyse les textes d'une chanson de K-pop, on peut remarquer le mix entre l'anglais et le coréen, mais aussi des néologismes et des jargons venus des langages SMS, ce qui permet aux fans de mieux comprendre de quoi la chanson parle et certainement de mieux retenir les paroles. Dans cette même logique de capitalisme de l'entertainment, il y a un point très important qui semble avoir charmé les fans de K-pop, celle de la présence numérique des idoles, c'est-à-dire des stars de K-pop. Ces derniers partagent leurs sorties, leurs entraînements acharnés, les backstage, les making-of, les avant-premières et relient quasi systématiquement leur vie privée à leur activité créatrice. Et vous vous en doutez, tout ceci engendre un effet de proximité accru avec la fanbase. Certains font même des lives avec les fans, interagissent avec eux et ont même leurs propres émissions. Une des personnes interviewées illustre bien cette relation parasociale. Elle dit « Parfois ils nous disent « Surtout faites attention en sortant, il fait froid, couvrez-vous bien, soyez pas malade ». Et même eux, parfois, ils vont partager ce qu'ils ont fait. Quand ils ne se sentent pas bien, ils vont en parler. En France, la première édition du festival K-Con, consacré à la K-pop à Paris en 2016, a ouvert le bal à une augmentation massive de concerts organisés en France. Par exemple, en 2019, c'est 162 000 tickets qui ont été vendus pour les 2 concerts de BTS lors de la tournée Speak Yourself, et près de 11 concerts de K-pop étaient programmés en France pour 2020. Les médias français ont d'ailleurs eux aussi contribué à populariser le phénomène en parlant de K-pop à travers des reportages, des interviews et des critiques musicales. Par ailleurs, la K-pop ne se contente pas de produire de la musique, elle crée une véritable communauté internationale. Les fans, appelés les K-pop stans, jouent un rôle clé dans la diffusion de la musique en dehors de la Corée. En France, cette communauté est extrêmement active, organisant des événements, des projections et des discussions autour de la K-pop. Ce phénomène de fan-activisme contribue à la visibilité de la K-pop tout en renforçant l'image positive de la Corée du Sud à l'échelle mondiale. Les fans français, tout comme dans d'autres pays, participent activement à la construction de cette culture pop globale. De plus, étant donné que la Hallyu provient d'un pays très éloigné géographiquement, il est très peu probable que tous les fans s'y rendent en même temps, ce qui renforce le sentiment de communauté dans l'Hexagone et crée une fidélité à long terme. Par exemple, le nom des fans de BTS se font appeler les ARMY, ce qui signifie que les fans seront toujours le bouclier du groupe et que par ailleurs, le groupe se donne pour mission de les représenter. Dans l'ouvrage, une interviewée du nom de Coralie affirme « La base française a réussi à négocier pour que toute Fnac internationale vende tous les albums, enfin tous les goodies et albums de BTS. Avant, il n'y en avait pas. »
Tout ceci fait donc en sorte que la communauté de fans française soit reconnue et légitimée internationalement. Un dernier élément mis en avant par les interviewés est celui de vouloir tourner le dos aux structures culturelles dominantes, notamment par le rejet de l'américanité. En France, comme dans de nombreux autres pays, les répertoires culturels juvéniles ont longtemps été marqués par la forte présence de produits états-uniens, plus largement anglo-américains, notamment dans le domaine de la musique, des séries télévisées, des films, de même que par celle des mangas et des jeux vidéo au Japon. Donc les interviewés ont évoqué le souhait de sortir de leur périmètre, d'être surpris par des produits nouveaux, différents du quotidien. Certains vont même plus loin en affirmant que la Hallyu était beaucoup plus adaptée à leur sensibilité, puisqu'elle ne faisait pas la promotion ni de la violence, ni de la vulgarité, comme pouvaient le faire les industries musicales américaines notamment. Pour d'autres, c'est leur attrait pour la culture japonaise qui leur a fait connaître la Corée du Sud, ce que l'ouvrage appelle le pont japonais. En résumé, la K-pop illustre parfaitement le soft power de la Corée du Sud, notamment avec sa capacité à conquérir des marchés internationaux, surtout la France. Ce phénomène va au-delà du simple succès musical, car il fait partie d'un processus de globalisation où les frontières culturelles deviennent de plus en plus floues. La K-pop est aussi un exemple de l'importance croissante de la culture dans les relations internationales aujourd'hui. Pourtant, il existe derrière l'attrait pour la K-pop une véritable romantisation de la Corée du Sud, donnant lieu à une face cachée, ornée d'exotisme, de fétichisation, voire de stéréotypes racistes, que j'ai volontairement omis de traiter aujourd'hui. Je n'ai évoqué dans cette vidéo que quelques éléments de ce sujet qui est quand même très dense à analyser, donc si une deuxième vidéo sur ce revers de la médaille vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour la prochaine.